Bienvenue à ce webinaire sur la restitution de l'étude de développement économique de la filière paille construction en Bretagne. J'espère que tout le monde m'entend bien. Géraldine, je peux avoir un petit signe si c'est bon, parfait. Donc, je suis Rachel Montier, chargée d'intelligence économique à la cellule économique de Bretagne. Donc, la cellule qui a été mandatée par le Conseil régional de Bretagne pour réaliser une étude sur le développement économique donc, de la filière paille construction. Étude qui a été réalisée sur le premier semestre 2023 avec, l'aide de la filière, donc du collectif Paille Armoricain, qui travaille sur la Bretagne et les Pays de la Loire, avec, la Fédération bretonne des filières biosourcées et également la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et donc je suis aujourd'hui accompagnée de Benoît Dufraîche du collectif Paille Armoricain afin de vous présenter, d'une part l'étude que nous avons réalisée et plus globalement un peu, la paille dans la construction, actuellement sur notre territoire. Donc pour cette présentation, nous allons être à 2 voix. Je vous propose tout d'abord un point de présentation, de la paille et de la filière par Benoît. Je présenterai ensuite un état des lieux, l'état des lieux réalisé par la cellule et enfin Benoît clôturera le webinaire avec, les différentes actions qui sont réalisées actuellement par le collectif, en Bretagne et on pourra, à la fin procéder à un temps de questions-réponses, si vous en avez. Donc voilà et Benoît, je te laisse la parole pour, cette première partie. Merci beaucoup, merci pour l'introduction et l'invitation et merci à tout le monde d'être là, de si bon matin pour, parler d'isolation en paille. Est-ce que vous voyez bien déjà le support? OK, super et ben, on va pouvoir y aller comme ça. Donc moi, je suis Benoît Dufraîche pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis coordinateur du collectif Paille Armoricain. Le collectif Paille Armoricain, c'est la filière de l'isolation, construction, rénovation en paille en Bretagne et Pays de la Loire. Donc on est 2 régions très dynamiques, ce qui explique aussi qu'on est une filière très représentative aussi du réseau national, du réseau français de la construction paille. On a plus de 200 adhérents, ça fait de nous la plus grosse représentation en région. On a 2 salariés, donc moi-même et Céline Bauer, ma collègue, que vous avez déjà dû rencontrer et 23 délégués départementaux que vous voyez là, qui sont, nos yeux et nos oreilles, sur les territoires et qui peuvent aussi être votre porte d'entrée, puisqu'on ne construit pas pareil dans le Finistère que dans la Sarthe, qu'en Vendée. Notre territoire est vaste et les problématiques sont différentes, donc c'est, une excellente façon d'entrer, en discussion avec la filière. Alors le matériau, je vais faire très rapidement, hein, mais sans être, nostalgique, la petite histoire, puisque vous allez voir, ça résonne, tout à fait avec nos problématiques contemporaines. Comment on est arrivé à construire en paille? C'est, initialement dans les grandes plaines du nord américain du Nebraska, de 1850 à 1950, en parallèle de l'arrivée de la mécanisation et de la botteleuse agricole et donc là-bas, il faisait très froid en journée, très froid la nuit, très chaud en journée, peu de ressources et donc les Américains comme ça, ils ont constitué un mode constructif sur base de bon sens, de rationalité constructive et d'accès limité aux ressources avec un matériau performant et abondant. Donc vous voyez, ça correspond à peu près à nos enjeux actuels et en 1920, un ingénieur français, Émile Fayette, a ramené ça en France avec un brevet en décidant d'améliorer un petit peu le système constructif en le faisant en associant bois et paille avec un système de petits bois, d'échelle que vous voyez là, sur la photo de gauche. Elles étaient déjà reconnues comme fraîches en été, chaudes en hiver et avant tout économiques. Donc la maison Feuillette, elle a 100 ans et pas un brin blanc. Elle a été rénovée il y a 3 ans et la paille était en parfait état, ce qui est un très bon exemple en France et en Europe plus largement de la durabilité de la construction paille. Donc le matériau paille en tant que tel, c'est important de rappeler qu'il ne fait pas concurrence avec l'alimentation. C'est bien la tige d'une céréale qui est dépouillée de son grain. C'est donc une fibre végétale qui est un coproduit de l'agriculture. C'est pas une culture dédiée, à la différence qu'on pourrait faire avec des plantes qui seraient utilisées pour des biocarburants, par exemple. Là, c'est pas le cas. C'est bien d'abord pour se nourrir et c'est le coproduit de cette céréale qu'on utilise. À noter aussi que la paille, c'est pas du foin, l'alimentation animale et bovine qu'on utilise principalement, c'est de l'herbe séchée. C'est pas la paille, de blé telle qu'on la voit là. Alors le matériau en tant que tel, il a une ACV qui est une analyse de cycle de vie qui est assez remarquable et qui s'explique aussi par, son cycle, dans son entièreté. D'abord donc on moissonne en plein champ de juillet à août à peu près sur, nos régions. On peut botteler à différents formats. À noter que sur les formats, il y a pas mal d'évolutions en ce moment. La botte agricole historique 36 par 46 centimètres sur le canal américain 14 par 18 pouces est de plus en plus, remaniée avec des bottes de 22 centimètres, des bottes d'anthrax 55 et plus de 46 pour s'adapter à l'ossature bois.
des grandes bottes qui facilitent le transport et qui sont plus denses, qui servent aussi en paille porteuse des fois. La paille en vrac que vous connaissez pour les paillages, la paille hachée, dont il y a une actualité assez récente, je vous en parlerai tout à l'heure, et les panneaux de paille qui sont des sortes de tatamis de paille qui sont très utiles pour l'isolation extérieure, par exemple. Ensuite, cette paille est stockée pour pouvoir fournir toute l'année, soit par les entreprises agricoles, soit par les charpentiers, soit par des entrepôts logistiques dédiés. Et enfin, cette paille est transportée pour être mise en œuvre sur site ou en préfa et stockée dans le bâtiment sur une durée limitée à 50 ans dans les FDES pour la RE 2020, mais on l'a vu, qui peut être bien plus longue dans la réalité. En fin de vie du bâtiment, on a un matériau qui est 100% compostable, qui peut être réemployé en tant que tel, puisqu'il ne composte pas dans le mur, une fois qu'il est bien mis en œuvre, et qui peut être valorisé de plein de manières, puisqu'il est 100% composé de paille. Il n'y a pas d'adjuvantation, il n'y a pas de matière plastique qui est intégrée, c'est uniquement de la paille compressée, ficelée et fin de l'histoire. Ce qui explique que le matériau a d'énormes avantages pour le bâtiment. Il est renouvelable et abondant, on en a parlé. Un très bon puits de carbone, voire le meilleur de la base Ignies qui sert à faire les calculs d'IC Construction de la RE 2020. Une ressource locale disponible sur tout le territoire, voire très locale, hein. Pour de la paille issue de plein champ, on est à 75 km en moyenne entre le champ et le bâtiment. Un isolant très performant, en confort d'hiver, en confort d'été également avec un très bon déphasage. Un matériau perspirant, donc qui régule l'humidité par les parois et on sait que c'est un levier important du confort dans les bâtiments. Un très bon support d'enduit quand il s'agit de paille en botte, donc c'est à souligner, pour la terre crue, la chaux ou le plâtre. Un très bon confort acoustique, on fait un cinéma en ce moment pour cette raison. Un très bon classement au feu, donc le BS1 des 0, je ne vais pas le détailler là, mais il y a 2 casernes de pompiers qui sont déjà réalisées en paille et une troisième en cours, donc voilà, ils ne sont pas du tout inquiets sur les capacités du matériau. Une très bonne qualité de l'air pour les raisons que je vous ai évoquées, puisque très peu adjuvanté, pas de COV, enfin pas du tout adjuvanté d'ailleurs, pas de traitement, donc pas du tout de COV ni de formaldéhyde. Résistant aux rongeurs puisqu'il n'y a pas d'intérêt alimentaire et que sa densité contraigne les rongeurs à aller chercher des solutions plus simples, mais de toute façon, il faut faire les mêmes dispositions que sur une construction conventionnelle. Résistant aux insectes pour les mêmes raisons, pas grand-chose à manger, aucun intérêt alimentaire. Ça valorise les métiers du bâtiment, c'est très intéressant, puisqu'en ce moment, on a quand même un recul sur l'attractivité des métiers du bâtiment et on sait que nos filières portent un intérêt supplémentaire pour les métiers du bâtiment avec la valorisation de métiers intéressants et des matériaux sains et qui ont du sens. C'est un matériau durable, on l'a vu avec la maison feuillette et en termes économiques, un investissement initial vite rentabilisé, voire même à performance équivalente quand il s'agit de traiter le tout ce que traite la paille. On a un matériau qui permet, d'aller chercher, des performances économiques, équivalentes et un matériau biodégradable 100% compostable en fin de vie. Tout ça, ça nous emmène à la RE 2020. Du point de vue de la réglementation, bah forcément, une fois qu'on a dit tout ça, on est très performant sur les 3 piliers, à la fois en énergie, en empreinte carbone, pour l'aspect environnemental et en confort d'été. Donc on a dit tout ça, on s'est dit: «Bah, c'est super, on a un matériau qui est excellent pour, le bâtiment, mais on a quand même un matériau qui vient du monde agricole». Donc il faut se poser la question de: «Est-ce qu'on a les ressources pour aller chercher, toute cette paille au vu de la demande?» Et vous savez que contrainte et marché sont les leviers, du développement d'un matériau. On voit que la contrainte, c'est elle est réglementaire avec la RE 2020 et que ça incite très fortement, à pousser la construction paille et que les marchés, eux, évoluent très fortement et on est extrêmement sollicité pour des nouveaux dossiers paille. Donc on peut se poser légitimement la question d'est-ce qu'on a la ressource? Et la réponse est oui, et même plus que oui. On a travaillé avec la chambre d'agriculture pour cristalliser nos données et les chiffres qu'on avait, en mettant en corrélation la construction neuve et la production de paille. Et donc on s'est concentré en Bretagne, aujourd'hui sur la paille de blé, mais ça va être élargi à l'orge géotriticale pour couvrir l'ensemble du camembert ou du roundballer plutôt ici. Mais on a commencé par le blé puisque les règles pro couvrent la paille de blé pour pallier au plus urgent. Et si on prend cette paille de blé, on a 1 million de tonnes par an, 78% qui partent en litière, c'est l'usage agricole principal qui est pertinent et cohérent puisqu'il retourne au sol pour fertiliser. Donc on n'y touchera pas, même si cet usage-là va avoir tendance à légèrement diminuer d'après la chambre d'agriculture. Mais dans un premier temps, on s'est dit qu'on allait se concentrer sur le 5% excédentaire. Et sur ce 5% excédentaire, on ne va pas aller capter l'ensemble de ces 5% puisque c'est du pourcentage théorique et il faut prendre un pourcentage techniquement et économiquement disponible, c'est-à-dire des exploitations agricoles formées, motivées à vendre leur paille pour le bâtiment
ou à la vente tout court, puisque si elle est excédentaire, c'est qu'elle n'a pas de débouché. Et donc on a, estimé qu'on pouvait aller chercher dès à présent 1,2 de l'ensemble de la production de paille, des 100, dont il y a 5 excédentaires. Et ça nous suffira à isoler 10 des constructions neuves, toutes typologies confondues. Sachant que le marché de la rénovation va exploser et va forcément aussi ramener énormément de demandes sur la paille. Donc on pourra les prélever beaucoup plus à terme. Pourquoi c'est si peu? Parce qu'en fait, en France, on est le premier producteur européen de paille, cinquième mondial, on en produit énormément. Et le bâtiment, il n'en a encore pas tant que ça au final. Si on prend une maison de 100 mètres carrés, c'est 600 bottes, ça fait 9 tonnes de paille, ça fait 3 hectares de culture. Dit comme ça, 3 hectares, on a du mal un petit peu à se représenter ce que c'est. C'est 0,0005 de la surface utile agricole bretonne en céréales. Et les parcelles céréalières, leur moyenne, c'est de 46 hectares. Voilà, ça déstabilise pas du tout un modèle agricole. Et puis quand il s'agit d'aller chercher des plus gros bâtiments, le plus gros bâtiment d'Europe à l'époque et puis la plus grosse commande publique des Pays de la Loire, c'était le lycée d'Esnay, qui était isolé en paille. Là, on va plutôt parler en mètres cubes puisqu'on n'a plus les formats forcément habituels. 1660 mètres cubes, 160 tonnes de paille, 53 hectares. En Pays de la Loire, les surfaces moyennes sont légèrement plus grandes, c'est 95 hectares en moyenne. Donc ça veut dire qu'une exploitation peut produire 2 lycées par an si elle veut. Et en l'occurrence, là, c'était une vingtaine d'exploitations dans un rayon de 20 kilomètres autour du lycée. Donc vous voyez que même quand on commence à faire le plus gros projet public du territoire, on déstabilise certainement pas le modèle agricole et donc on a des très faibles volumes incorporés au final dans le bâtiment. Donc tout ça, c'est possible depuis maintenant 11 ans, ce qui explique aussi, la qualité de construction qu'on a réussi à tirer et le besoin d'aller, faire essaimer cette qualité de construction à mesure que la filière, évolue, se démocratise et devient accessible, au plus grand nombre. Et donc les règles pro sont le document de base, mais ont tendance à évoluer en ce moment, à être dépassées assez régulièrement. C'est pas un problème, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Et donc le corollaire de ces règles pro, c'est une formation. Donc je vous ai parlé de la qualité de la construction paille. Vous êtes assuré quand vous construisez en paille que et le concepteur et l'entreprise d'exécution ont, suivi et validé une formation de 35 heures sur les modes constructifs paille. Donc c'est toujours, d'actualité aujourd'hui et ça permet de garantir la qualité de nos matériaux. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais repasser la parole à Rachel et je reviendrai, tout à l'heure, vous parler des actualités de la filière, plus en détail pour, donner un petit peu suite à ce que vous dira Rachel. Merci beaucoup. Et ben, pardon, merci Benoît pour, ces premières explications. Alors je vais partager du coup mon écran. Hop. Et donc, pour faire suite à cette, présentation, de la filière et du matériau, la cellule donc, ce que je vous disais tout à l'heure, s'est, attelée à se demander quel était l'état actuel du marché de la construction paille en Bretagne et quel était, son potentiel de développement dans les années à venir. Donc pour répondre à cette question, on a réalisé, des enquêtes quantitatives auprès de 50 entreprises du bâtiment en Bretagne et 55 maîtres d'ouvrage bretons qui étaient des communes, des EPCI ou des bailleurs sociaux. On a également complété ces enquêtes quantitatives avec des entretiens qualitatifs qui ont été menés auprès de 15 entreprises utilisant la paille dans leur activité de construction, ainsi qu'auprès du réseau Bruded, qui est un réseau qui représente 270 collectivités, de Bretagne et de Loire-Atlantique, qui accompagnent les expérimentations de collectivités et notamment en matière de construction paille. On a également réalisé un groupe de travail qui a réuni des différents acteurs de la construction, en Bretagne, en mai 2023. Donc on y retrouvait le conseil régional, le collectif, Paille Armoricain, mais également les acteurs, du bâtiment de façon plus globale, donc la Fédération, française du bâtiment, les SCOP, Batilab, des choses comme ça. Enfin, des personnes comme ça. Et donc les premiers, hop, les éléments qu'on a pu, définir de cette étude. Donc tout d'abord concernant l'image, que véhicule la construction paille chez les professionnels de la construction, ce qu'on a pu remarquer, c'est pour les professionnels qui ne mettent pas en œuvre, la paille dans leur activité, le principal frein à l'utilisation de ce matériau est la méconnaissance de la solution paille, d'un côté pour les maîtres d'ouvrage publics. Cette méconnaissance, elle est citée par 63 d'entre eux. Hem
Et du côté des entreprises, la principale raison de la non-utilisation pardon, de la paille est le manque de demande, qui est cité par 58 des entreprises de la construction. D'un autre côté, pour les professionnels qui, eux, ont choisi de mobiliser la paille dans leur activité, du côté des entreprises de bâtiment, ces entreprises le font parce que l'utilisation de ce nouveau matériau répond à des valeurs écologiques, qui, les touchent. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que si la mise en œuvre, elle est souvent, en fait, initiée à la demande d'un maître d'ouvrage ou d'un client, les entreprises interrogées, elles déclarent se lancer dans cette aventure, par conviction personnelle du fait de leur intérêt pour les matériaux biosourcés. Pour, les maîtres d'ouvrage, publics, l'utilisation de la paille, elle est particulièrement liée à la mise en place de chantiers participatifs qui permettent de mobiliser les citoyens et de fédérer autour d'un projet public et donc qui, possèdent des valeurs et une performance, particulière. Mais également, là encore, leur conviction qui peut, revêtir plusieurs aspects. Donc d'une part, l'expérimentation, pardon, de techniques innovantes, la présence de la paille dans leur patrimoine et dans leur savoir-faire local, la volonté de privilégier des circuits courts, les valeurs écologiques de ce matériau et également les performances de la paille, que ce soit en termes de confort thermique, de bilan carbone ou encore d'achat local. Au moment de l'étude, donc sur le premier semestre 2023, nous avions recensé 19 entreprises mettant en œuvre la paille dans la construction en Bretagne, qui employaient 300 salariés, toutes activités confondues. Alors, ce qu'on a pu voir depuis, la publication de cette étude, c'est que ce nombre ne cesse d'augmenter. Peut-être que Benoît nous en parlera à la fin de ce webinaire, mais en tout cas, on est aujourd'hui à plus de 19 entreprises et des entreprises des nouvelles entreprises qui sont de plutôt grande taille. On a pu voir que donc dans ces entreprises, la spécialisation de la construction paille, elle reste timide. On a certaines entreprises qui ont choisi de se spécialiser exclusivement dans l'isolation paille et elles ont investi largement dans leur outil de production pour l'adapter aux spécificités de ce matériau. Et d'un autre côté, on a des entreprises pour qui la paille est un matériau biosourcé à proposer, parmi d'autres, font partie de leur gamme de produits. En Bretagne, le chiffre d'affaires de la construction paille est estimé à 7,5 millions d'euros, hors taxes en 2022. Hors autoconstruction, on est bien uniquement sur l'activité des entreprises. 7,5 millions d'euros, ça représente 0,1 du chiffre d'affaires total du bâtiment et 0,2 du chiffre d'affaires de construction neuve réalisé en 2021 en Bretagne. Et donc au niveau de la perception de la demande par les acteurs qui ont été interrogés sur cette étude, aujourd'hui, on en a pu voir que la majorité des entreprises mettant en œuvre la paille ont une vision positive du marché actuel de la construction, donc avec une demande qui est forte, voire très forte. On a 30 des entreprises interrogées qui considèrent que la demande est faible et en fait, ce sont des entreprises qui souhaitent utiliser de plus en plus ce matériau et donc sur un rythme beaucoup plus soutenu que ce qu'elles font aujourd'hui. Alors qu'en fait, les entreprises qui souhaitent continuer à utiliser la paille sur un rythme similaire, estiment que la demande, elle est déjà forte, voire très forte. Et alors sur le segment de marché sur lequel, la construction paille est présente actuellement, donc au moment de la réalisation de l'étude, le logement représentait 90 des parois isolées par les entreprises interrogées, sur leur dernière année d'activité. Malgré tout, ce qu'on a pu voir, c'est que côté bâtiments non résidentiels, les bâtiments du secteur santé, action sociale, enseignement qui font l'objet d'appels d'offres intégrant de la paille. En fait, on a pu comprendre que dès qu'une préoccupation de santé et de bien-être est intégrée au projet, la paille devient un matériau de premier choix pour ces bâtiments, santé, action sociale et enseignement. Avec un marché qui pourrait éclore, sur cette partie-là. Hem, Pareil, au moment de la réalisation de l'étude, le marché de la construction neuve était le plus répandu dans l'activité paille. Elle représentait 88 des parois isolées par les entreprises interrogées. Heu, cette part importante du neuf, elle est surtout liée au fait que les règles professionnelles de la paille concernent exclusivement, à date de l'étude, ce marché. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que les évolutions à venir en termes de réglementation, notamment, possiblement avec l'inclusion de l'ITE, pourraient entraîner une hausse de l'activité sur l'entretien, rénovation. Donc, on s'attend à voir une bascule de ce marché. Sur les techniques qui sont, excusez-moi, mises en œuvre, actuellement par les entreprises. Donc concernant la construction neuve, l'ensemble des entreprises qui mettent en œuvre la paille l'utilisent en paroi verticale, alors que ce qu'on peut voir, c'est que l'utilisation de la paille en toiture et en dalle représente plutôt une diversification de ces entreprises, sur la construction neuve. En termes de technique, la préfabrication en caisson, pardon, est la technique la plus mise en œuvre, par les entreprises interrogées et l'ITE et le remplissage d'ossature bois sur site sont des techniques qui sont moins répandues
et exclusivement mise en œuvre sur des projets de logement actuellement. En termes de fourniture, en Bretagne, le réseau de fournisseurs, de bottes de paille est exclusivement composé de producteurs locaux, mais on s'est rendu compte que les entreprises de la construction pouvaient se fournir auprès de 2 entreprises spécialisées dans la paille construction en Pays de la Loire, qui sont Profib et Isolant Paille, donc qui restent dans un secteur, géographique plutôt proche. Et concernant le type, de paille qui est actuellement mis en œuvre sur le marché de la construction paille, donc aucune entreprise actuellement ne met en œuvre la paille hachée dans son activité, faute de producteurs, sur notre territoire. Concernant le type de bottes, ce sont les bottes d'une épaisseur, pardon, de 36 centimètres, d'épaisseur qui sont les plus répandues pour l'activité construction en Bretagne. Elles sont utilisées sur 95 des surfaces de parois isolées par les entreprises interrogées, contre seulement 5 pour les bottes de 22 centimètres d'épaisseur, et la majorité des bottes, des entreprises interrogées mettent en œuvre des bottes industrielles d'une largeur de 36 centimètres d'épaisseur, 46 centimètres de largeur et 55 centimètres de longueur. Même s'il existe une pluralité en fait de formats et de dimensions, possibles, pour la paille. La majorité des entreprises interrogées mixent les types d'approvisionnement. Elles, se fournissent d'une part auprès d'un agriculteur local. Elles justifient ce recours, pour le soutien en fait à l'économie locale, ainsi que la bonne qualité de la paille qui est fournie par ces agriculteurs. Cependant, ce type d'approvisionnement nécessite souvent la nécessité d'anticiper les stocks, et donc les entreprises qui ont le plus de chantiers paille se tournent souvent, également vers des entreprises spécialisées, pour avoir, un stock, et une fourniture de paille plus importante. La zone de chalandise d'achat de la paille, elle est liée en fait à la typologie du fournisseur. Lorsque les entreprises font appel à un producteur local, la distance entre, la production et l'utilisation de la paille est, comprise entre 10 et 50 kilomètres, alors que si elles font appel à une entreprise spécialisée dans la vente de bottes de paille, la distance s'allonge entre 100 et 300 kilomètres. Aujourd'hui, le collectif Paille Armoricain estime à 75 kilomètres la distance moyenne de livraison d'une bonne de paille pour la construction. Le prix d'achat des bottes de paille est également hétérogène et il dépend de plusieurs choses. Donc d'une part de la taille de la botte, du format qui est demandé, mais également du type de fournisseur, là encore. Lorsque la paille est fournie par un producteur agricole, elles sont moins chères que celles provenant d'une entreprise spécialisée, en lien, également du coup avec la distance qui est plus courte à couvrir, et donc le coût du transport qui est moins élevé. Au sein des entreprises spécialisées, les prix sont compris entre 15 € et 25 € hors taxe le mètre carré pour une botte de 22 centimètres et 22 et 35 € pour les bottes de 36 centimètres, livraison inclus. On a également pu voir que si on passe par un distributeur, parce qu'il existe des distributeurs, les prix des bottes augmentent. Par exemple, Biofib, indique un prix de 39,90 €, toutes taxes comprises par mètre carré pour les bottes de 22 et 52,50 € toutes taxes comprises par mètre carré pour les bottes de 36 centimètres. Et alors, pour l'avenir, quel type de paille est à privilégier selon les entreprises? Donc pour 64 des entreprises interrogées, la botte de paille est le format le plus adapté à l'avenir dans la construction paille. Les entreprises plébiscitent la botte de paille parce qu'elle souligne la performance du matériau tel que proposé, notamment du fait de sa densité, de la facilité d'approvisionnement, de la possibilité d'utiliser différents formats, ce que je vous disais, 22 centimètres ou 36 centimètres, selon le projet, ou encore, l'industrialisation et la réglementation existante autour de ce format. Attention cependant, à la cellule, on souligne que cette vision, elle peut un peu être biaisée, par le fait qu'au moment de l'étude, c'était le seul format qui était mis à leur disposition, donc elles n'ont pas l'habitude d'utiliser un format de type paille hachée. Ce qu'on a pu voir, c'est que même si pour le moment aucune entreprise ne met en œuvre la paille hachée, 36 pardon, des entreprises interrogées estiment que, c'est le format porteur pour l'avenir. En fait, selon elles, la paille hachée pourrait permettre aux entreprises qui mettent en œuvre, des matériaux insufflés de proposer une solution paille sans changer forcément de technique, pour les autres matériaux. Depuis la fin de cette étude, Benoît en a parlé, en début de webinaire, on a pu voir de nouveaux formats apparaître, donc les panneaux en paille, preuve que la solution paille évolue à une vitesse très importante pour s'adapter à son marché. À l'avenir, une majorité d'entreprises souhaitent également avoir accès à une solution mixant l'approvisionnement local par un agriculteur, afin de soutenir les acteurs du territoire et l'économie locale, et un approvisionnement industrialisé. Donc parmi les entreprises qui se fournissent actuellement via une entreprise spécialisée, elles précisent que l'implantation d'une telle entreprise en Bretagne faciliterait leurs tâches, notamment vers les territoires qui sont le plus éloignés, des Pays de la Loire.
En termes de formation, aujourd'hui, l'offre de formation, sur le territoire breton, elle est portée par 2 organismes de formation pro-paille en Bretagne, donc 2 sociétés coopératives d'intérêt collectif qui sont situées dans les Côtes-d'Armor et en Ille-et-Vilaine. Cependant, ces formations, en fait, elles sont mobiles et elles peuvent être réalisées à plusieurs endroits, donc ce qui paraît, être, une solution adéquate pour les entreprises. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont été interrogées comptent au moins une personne ayant suivi une formation, pro-paille au sein de leur structure et ce qu'on a pu comprendre, c'est que la formation est ensuite en interne entre compagnons et elle permet d'étendre les compétences au reste de l'équipe. En Bretagne, le nombre de stagiaires en formation Propaille, il est en augmentation depuis 2019, même s'il y a eu un petit, biais en 2020, mais qui est lié sûrement à la crise sanitaire. Ce qu'on a pu voir, c'est que le nombre de stagiaires augmente de près de plus 50 entre 2019 et 2022, passant de 37 à 55 personnes. Le nombre de formations Propaille en Bretagne reste tout de même moins important que dans les régions limitrophes. À titre de comparaison, en Pays de la Loire, on compte 9 formations Propaille, donc contre 6 en Bretagne, et 107 stagiaires contre donc 55, en Bretagne. D'après les statistiques nationales cette fois et non pas bretonnes, les stagiaires Propaille sont à 54 issus des métiers de la conception, donc par exemple les architectes. On retrouve ensuite les 27 de personnes issues des métiers de la réalisation, donc des compagnons et artisans et enfin 6 des métiers de l'ingénierie. Donc quelles sont les perspectives d'évolution, de la construction paille en Bretagne? Ce qu'on a pu voir en interrogeant, des entreprises et des maîtres d'ouvrage publics, c'est qu'une fois qu'elle a été utilisée, la paille fait ses preuves auprès des maîtres d'ouvrage publics. En effet, la majorité des maîtres d'ouvrage qui ont réalisé un projet de construction paille souhaitent renouveler l'utilisation de ce matériau dans un projet de construction. Du côté des entreprises, on est sur un 100 en fait, l'ensemble des entreprises qui ont mis en œuvre, pardon, la paille dans leur activité de construction souhaitent également continuer à utiliser ce matériau, certaines sur un rythme similaire, d'autres en augmentant cette activité. En fait, ce qu'on a pu voir, c'est que, certaines entreprises souhaitent continuer à utiliser la paille sur un rythme similaire parce que, bah, déjà, elles sont à 100 de leur activité actuelle et elles ont aussi un besoin de stabiliser l'existant et de privilégier la qualité des projets de construction. Du côté des entreprises et des maîtres d'ouvrage qui n'ont pas encore mis en œuvre la paille, ce qu'on a pu voir, c'est que du côté des maîtres d'ouvrage publics, 40 d'entre eux pourraient envisager d'utiliser la paille sur un projet de construction et 17 indiquent le mettre en œuvre dans un appel d'offres futur, donc et qui sont déjà engagés dans la démarche. Du côté des entreprises qui nous ont répondu, la moitié, des entreprises n'ayant jamais utilisé la paille pourraient l'envisager, pardon, sur un projet de construction et 18 ont même déjà un chantier en cours de réflexion, avec ce matériau. Et donc quelle perspective, pour l'avenir, pour ce marché? Donc, en interrogeant les entreprises et les maîtres d'ouvrage, pour la majorité d'entre eux, l'utilisation de la paille sur le marché de la construction neuve, en Bretagne va augmenter dans les années à venir. Cette hausse pourrait provenir d'ailleurs, selon les entreprises interrogées, d'une augmentation des projets de bâtiments non résidentiels, donc ce dont je vous disais ce dont on parlait tout à l'heure avec, des problématiques de santé et de bien-être dans les locaux. Les maîtres d'ouvrage publics comme les entreprises estiment que le marché de la rénovation sera stable dans les années à venir. Cependant, on considère qu'avec, les légiférations en cours et le basculement d'activité vers la rénovation, le marché, et le développement de nouveaux formats, cela nous pousse à faire penser que le marché de la rénovation augmentera dans les années à venir. Et donc, la cellule s'est attelée à un exercice pour essayer d'estimer, en tout cas de visualiser quels seraient les besoins en fourniture de paille, en fonction de différents scénarios, d'activité. Donc selon le taux de pénétration des marchés de la construction, qu'ils soient en neuf ou en rénovation et la part de la paille en isolation, les besoins en paille sont plus ou moins importants. Le scénario le plus bas qu'on ait estimé, c'est que si l'objectif est d'atteindre 2 de projets de construction neufs ou rénovation sur les segments de marché actuels de l'activité paille, soit le logement individuel pur ou groupé, ainsi que les bâtiments tertiaires publics. Les besoins annuels en paille seront de 1 795 tonnes de paille par an pour la construction neuve et 3 385 tonnes par an pour la rénovation. Le scénario le plus haut, donc avec un objectif à atteindre de 10 de projets de construction neuve ou de rénovation sur l'ensemble des marchés de logements et de locaux non résidentiels pour la construction neuve et la rénovation. Alors là, les besoins annuels sont beaucoup plus importants avec 15 520 tonnes de paille par an pour la construction neuve et 27 220 tonnes de paille par an pour la rénovation. Donc, une fourniture de paille à massifier sur le territoire en fonction des objectifs.
La troisième partie de cette étude était un peu une partie plus prospective et avait vocation à établir, des pistes d'action, pour, développer, la filière paille, en Bretagne. Et donc là, nous avons réalisé un travail donc, avec, les partenaires de la filière, avec, 2 horizons, donc, des perspectives d'évolution avec une première série d'actions qui peut être renforcée ou mis en place sur le court terme, donc en 2023-2024. Donc là, l'objectif, selon nous, c'est de développer la connaissance autour de la construction paille au sein du territoire, de conforter l'offre actuelle et de préparer la massification de ce mode constructif. Donc à noter que parmi les 6 thématiques que je vais vous présenter, des actions sont déjà mises en place sur le territoire par les acteurs du réseau de la construction paille et plus particulièrement par le collectif Paille Armoricain à travers son programme triennal, actuel et donc ce que Benoît vous présentera tout à l'heure. Donc nous, ces actions, on les a regroupées en 6 thématiques qui présentent plusieurs moyens d'action, à mettre en place. Donc les 3 grandes premières thématiques, sont celles de sensibiliser les acteurs de l'acte de construire à la construction paille, convaincre les maîtres d'ouvrage de construire en paille et enfin d'identifier le réseau des entreprises de la construction paille sur le territoire. Et donc pour ces 3 thématiques, les actions préconisées sont la réalisation d'actions de communication et également le fait de continuer à structurer et animer le réseau professionnel, actuel. On a une quatrième thématique qui est le fait de structurer l'offre, locale actuelle afin de répondre à la demande. Donc là, des actions qui peuvent être mises en place, c'est le fait de donner de la visibilité aux acteurs actuels, mais également favoriser des regroupements d'entreprises, par exemple sur, certains appels d'offres. 5e thématique, accompagner les maîtres d'ouvrage dans leurs projets paille et sécuriser la qualité de la construction de la filière. Donc là, les actions qui pourraient être réalisées, c'est la proposition de guides de prescription technique de la construction paille et également un accompagnement technique, des maîtres d'ouvrage publics dans leurs projets. 6e, thématique, pour, le court terme, c'est le fait d'anticiper, une réponse commune à la demande future et donc là, en identifiant les différents scénarios de développement possibles, ce qu'on a commencé à faire dans cette étude et également en travaillant de façon commune sur l'ensemble, pardon, de la chaîne de production du fournisseur à l'usager, sur la construction paille. À long terme, moyen long terme, donc ce qu'on a donné un horizon 2024-2028, les actions à mener auront, selon nous, pour objectif de massifier l'offre de la construction paille sur les territoires afin de répondre à l'évolution de la demande liée aux actions qui auraient été menées, auparavant, tout en continuant à impulser une augmentation de cette demande. Donc là, les actions peuvent être regroupées en 4 grandes thématiques, avec pareil plusieurs, moyens d'action à mettre en place. Donc première grande thématique, c'est le fait de sécuriser la fourniture de la paille pour la construction, en maintenant le niveau de qualité de celle-ci. Donc ces a enfin, pour cette thématique, les actions qui peuvent être mises en place, c'est par exemple homogénéiser et qualifier le réseau de distribution, de la paille sur le territoire ou en développant tout simplement le réseau de distribution territoriale. Deuxième thématique, le fait de développer l'offre locale afin d'encore mieux répondre à la demande et donc là, ça peut être, la mise en place d'accompagnements financiers pour aider au développement d'acteurs locaux sur le territoire et également en élargissant le domaine d'emploi des normes professionnelles de la construction paille. 4e levier, le fait de répondre aux besoins en emploi nécessaires. Donc, si on impulse une demande, il va falloir, pouvoir avoir, les salariés pour, y répondre et donc là, la formation devient importante. Donc ça peut être, par exemple, avec la mise en place de formations initiales sur la construction paille, mais également en intégrant des notions économiques et techniques de la construction paille au sein des formations de maîtrise d'œuvre, par exemple, pour, massifier la connaissance, des maîtres d'œuvre. 4e, thématique, sur ces actions à long terme, c'est impulser l'augmentation de la demande. Donc là, tout simplement en conquérant de nouveaux marchés, mais également en travaillant, par exemple, à une bonification du matériau paille dans des plans d'urbanisme et de ZAC, ainsi qu'à une reconnaissance de l'utilisation de la paille à travers une certification, par exemple. Donc voilà les pistes d'action qui ont été proposées à la fin de ce travail par la cellule. Peut-être que Benoît, tu peux nous présenter ce qui est actuellement mis en place, sur les territoires, par le collectif Paillard Armoricain pour répondre, à ces évolutions? Oui, merci et merci beaucoup, pour la présentation. Est-ce que si tu veux, je peux projeter directement comme ça j'aurai la main sur le support. Est-ce que vous voyez bien l'accompagnement AMO? Ouais, donc l'idée, c'était de pouvoir, avec le collectif Paille, vous faire un petit peu mettre en résonance, l'actualité de la filière. On vous l'a dit, ça évolue vite, voire très vite en ce moment. Il y a plein d'évolutions, dans le bon sens pour la construction paille et nous, parmi nos actions que Rachel a identifiées là en conclusion, il y en a qui sont particulièrement intéressantes, actuellement, comme la création d'un groupement de travail AMO, donc d'assistance à maîtrise d'ouvrage,
par nos adhérents. C'est pas la filière, c'est pas l'association du collectif paille armoricain qui le porte, mais c'est bien ses membres. Et donc nous, on a essayé de structurer ça pour faire en sorte que les nouveaux arrivants à la construction paille, qui parfois n'ont jamais construit en paille, même parfois jamais en ossature bois, puissent, être accompagnés et monter en compétences de sorte à sécuriser les projets paille dès le début. C'est-à-dire dès le début, ça veut dire depuis la ressource du champ jusqu'au bâtiment livré. Donc on a, un travail d'accompagnement qui va sur des analyses de plans, qui va sur les champs, vérifier la qualité des bottes et accompagner, l'exploitation agricole, qui passe par la préfabrication et la mise en œuvre sur site. Donc on a fait un petit flyer que vous voyez là avec un QR code que vous pouvez flasher. Vous le verrez, on a accompagné des gros projets déjà, hein, le lycée Saint-Philibert de Grandlieu, le conservatoire botanique de Brest, la salle polyvalente de Lornan et cetera et cetera. Le dojo olympique de Château-Gontier. Donc tout ça, ça a été structuré pour arriver à ce groupe de travail qui permettent de diffuser, la connaissance au sein de notre groupe de travail AMO qui comporte tous ses membres que vous pouvez aller voir là et qui ont détaillé, même leurs compétences. Donc, vous pouvez aller sélectionner et choisir, un accompagnement en fonction des compétences et des besoins de votre projet. On a accompagné le lycée d'Esnay, je vous montrais tout à l'heure, hein, donc, on parle là d'un bâtiment d'ampleur, hein, 12 600 m². La maîtrise d'œuvre était formée pro-paille, mais sur un projet de cette ampleur avec autant de typologie de façade et de complexité, il était important d'aller, chercher le soutien des compétences de la filière. Donc là, vous voyez, on a profité pour faire une fenêtre de vérité. On parlait d'attractivité des métiers du bâtiment tout à l'heure. Bah, un lycée aussi fréquenté que le lycée d'Esnay, pouvoir montrer, par transparence la construction paille au niveau de la banque d'accueil, ça avait, de l'intérêt. Le conservatoire botanique de Brest, on l'a accompagné également en AMO. Donc c'était à l'époque le plus gros bâtiment du Grand Ouest, hein, isolé en paille. Donc là aussi en accompagnement. Des projets, de logement et on sait que même si par la taille, c'est que 20 logements, c'est pas aussi, ambitieux, mais en tout cas par le programme, ça l'était énormément. Juste un petit focus sur celui-ci, il anticipe de 12 ans, la RE 2020 en IC Construction puisque le permis date de 2016 et donc on est IC Construction 2028. Il, multiplie par 5 le niveau maximum du label biosourcé. Donc vous voyez, en termes d'ambition environnementale, c'est très élevé et ambition, économique aussi, puisqu'on a un prix, à 1 800 € du mètre carré, qui est, tout à fait raisonnable, au vu des ambitions affichées par le bailleur. On parlait de développement, assez conséquent. On a des projets en aménagement où la filière est sollicitée très en amont pour sécuriser les fiches de l'eau et le fléchage de mode constructif paille dès le début de l'opération. Là, c'est la ZAC Pirmille-les-Îles dont les premiers projets vont pas tarder à sortir en appel d'offres, avec tout ce que vous voyez en jaune et en orange, isolé en paille. Donc là, on parle de 3 000 logements, 100 000 m² de bureaux, dont la moitié à peu près sont en paille. En vert, vous avez, des panneaux de chanvre ou de cellulose. En bleu, le béton de chanvre. Donc voilà, c'est une ZAC qui a intégré, une approche multifilière, pour des projets globaux et performants. On a du dépassement de domaine d'emploi, forcément, puisqu'on commence à monter, on sort du cadre, des règles professionnelles, c'est pas impossible, bien loin de là. On accompagne aussi, très largement ce dépassement de domaine d'emploi, puisqu'il faut bien créer des projets pour pouvoir ensuite que la normalisation, se fasse. Donc c'est nécessairement la voiture balai de l'innovation, hein, c'est pas une critique, il faut faire des projets pour avoir des références à montrer et il faut que ces projets soient des références, donc il faut les accompagner pour les sécuriser. Donc là, on a un R+10 par exemple, à Rennes, donc forcément en dépassement en hauteur. On a des projets de rénovation d'ampleur. Là, on a un très beau site et un beau projet à Vannes, avec l'agence PADW. Donc là, c'est une ITE en botte de paille. On s'attend à une explosion de la demande en tonnage, notamment par l'arrivée de ces gros projets, des gros projets en rénovation qui vont permettre aussi d'être la locomotive, hein, forcément de la réglementation qui va suivre. Puisqu'on en est là, l'ADEME national, a acté un soutien. Alors on touche du bois puisqu'on attend la signature officielle, mais un soutien pour la PSIC, donc un appel à projet dédié aux biosourcés et aux solutions innovantes en construction biosourcée et géosourcée, avec tout un tas d'objectifs ambitieux sur l'élargissement du domaine d'emploi, la validation des règles professionnelles en isolation extérieure, en paille porteuse, avec Nebraska, une association, amie,
de souligner la spécificité de la paille et de la paille en botte comme support d'enduit. On a parlé tout à l'heure de l'évolution des formats et de la paille hachée, qui va forcément venir impacter, les formats de construction paille. Mais voilà, à noter qu'on peut enduire sur la botte de paille, c'est une spécificité à souligner. De faciliter la conception et d'atteindre de nouveaux acteurs. Là, on voit que sur ces gros projets, on atteint aussi des acteurs qui ne sont pas forcément dans le rayon d'action de la paille, historiquement, et donc il faut savoir les accueillir et les accompagner dans leur montée en compétences. Donc maintenir et soutenir les exigences de qualité. Vous voyez que ça fait vraiment écho. Ce projet-là a été rédigé avant l'intervention de la cellule économique de Bretagne et fait totalement écho au plan d'action qui avait été donné par Rachel en conclusion. D'intégrer des nouveaux produits et d'étendre à d'autres ressources que la paille de blé, dont je vous ai parlé en introduction. On travaille étroitement avec l'agence qualité construction pour maintenir justement la qualité dont je vous parle depuis tout à l'heure. On collabore avec le partage d'un groupe de travail GTREX, donc le groupe de travail retour d'expérience sur les bâtiments performants. Et l'AQC va mettre à disposition son outil pour qu'on travaille avec le même outil, donc ce qui est très intéressant pour nos deux associations. On a une actualité toute récente, c'est la texte de cas A, appréciation technique d'expérimentation produit pour la paille hachée qui a été favorable, donc qui permet de l'insuffler dans des murs en étant conforme aux DTU 31.2, 31.4, donc en FAB et construction ossature bois. Donc ça permet de faire un appel d'air, c'est sûr, pour la construction grande hauteur. À noter que du coup, la paille hachée n'est pas une solution locale en Bretagne et Pays de la Loire, où on a des solutions locales de production de bottes, donc qui sont tout à fait aussi adaptées à la grande hauteur par nos adhérents Profibre et Isole en paille. Donc voilà, l'arrivée d'un nouvel acteur qui va prendre de l'ampleur et qui est une solution tout à fait intéressante. On propose des lettres d'information bimensuelles, donc on a une veille technique, technologique, et cetera qu'on diffuse à l'ensemble de nos adhérents. Donc si vous souhaitez la recevoir, n'hésitez pas à adhérer évidemment. On propose des rencontres hors les murs. Alors ça, c'est très intéressant, c'est la visite de projets paille avec la maîtrise d'ouvrage, l'entreprise, l'équipe de maîtrise d'œuvre et nous-mêmes. Donc le dernier en date, c'était le conservatoire botanique, je vous en ai parlé tout à l'heure. On essaye de proposer ça assez régulièrement. Il y en aura 2 à venir. Il y aura, la maison de santé à Iffignac avec, la Fédération bretonne des filières biosourcées, puisque c'est un projet qui croise, plusieurs biosourcés, et puis, le projet de la mairie de Pleurtuis avec, Huit-Orelles-et-Moret, récemment, récompensé comme, à l'écart d'argent comme prix de la première œuvre. Donc voilà, donc il y a aussi une reconnaissance des architectes, hein, et de la qualité de la construction, par ce prix d'écart d'argent qui est un des prix les plus reconnus, hein, pour, heu, pour l'architecture. On peut trouver toutes ces ressources en ligne, puisque la filière est open source, c'est très important de le signaler, sur le site du RFCP et puis sur notre site Armorie de construction paille, donc la déclinaison, régionale, où vous trouverez un annuaire des professionnels que vous voyez en bas à droite, où vous pouvez aller, trouver tous les professionnels en capacité de vous accompagner, dont la plupart ont répondu à l'étude justement. Et puis vous pouvez nous contacter directement, moi ou Céline, il y a nos numéros ici, nous suivre sur les réseaux sociaux. On a un LinkedIn qui est particulièrement actif et puis, Instagram et Facebook qu'on essaye d'activer aussi, et nous soutenir en adhérant, en flashant le QR code ou en cliquant sur le petit lien quand vous aurez le support derrière, pour continuer à être en lien avec la filière paille. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Le but, c'est d'avoir un petit peu de temps pour vos questions aussi également, en espérant que ça plante pas et que je puisse rester avec vous. Merci, J'espère, parce que je suis pas sûre d'arriver à répondre. On a une question, je pense que c'est plus pour toi, Benoît. Donc je vais peut-être te la poser. C'est, Pascal Camaret de Constructis, qui nous demande, si les assurances ont levé actuellement tous les freins et réticences qu'elles avaient vis-à-vis de la paille, à une certaine époque ou pas? alors oui, très bonne question. Effectivement, l'évolution assurantielle, alors depuis 11 ans, c'est technique courante. Donc ça veut dire que depuis 11 ans, les assurances ont obligation d'assurer la construction paille, donc au même titre qu'un DTU. Donc là, il y a pas de débat là-dessus. C'est-à-dire que c'est même pas entendable de ne pas pouvoir assurer. Ils ont obligation légale de le faire. Par contre, il y a du dépassement de domaine d'emploi. C'est là que ça devient intéressant, c'est que la filière évoluant très vite, on voit que les projets, anticipent, sont en avance de phase sur l'évolution réglementaire. La filière a commencé par du R+2 pour des questions de sécurité incendie qui étaient plus faciles à traiter en R+2.
pour pouvoir d'abord avoir un cadre réglementaire, qui puisse permettre d'assurer sans déclaration préalable. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de prévenir son assurance. On est couvert de fait, mais les projets évoluant plus vite, que cette évolution normative qui nécessite de faire tout un tas d'essais et cetera, qui sont validés par la PESIC, on se rend compte que c'est de plus en plus facile malgré tout de les assurer. Et pour citer, un exemple, au Conservatoire botanique de Brest, on discutait avec la SCOB qui a réalisé ce projet-là. Ils ont quasiment tous leurs projets en dépassement de domaine d'emploi en paille maintenant et nous expliquent qu'étant reconnus maintenant pour ça, leur assureur, la SMA BTP pour les nommer, aujourd'hui, les coûts systématiquement. Il n'y a pas de débat à avoir. Ils regardent quand même les plans, de la maîtrise d'œuvre pour s'assurer que la conception est conforme et même s'ils dépassent le dernier plancher à 8 mètres, ils sont systématiquement couverts sans surprime assurantielle, sans blocage particulier parce qu'ils ont démontré leur montée en compétences, que sur leur projet, ils ont été accompagnés par la filière en AMO, donc sur le conservatoire et puis sur les 20 logements de la Chapelle-Thouareau. Donc ça les a permis, eux, de monter en compétences, de garantir la sécurisation de leur projet, que des choses qui rassurent forcément un assureur et qui va dans le bon sens. Ensuite, il y a la partie bureau de contrôle avec lesquels on travaille, étroitement. Là aussi, on peut les nommer, hein, sur, l'ITE, donc en dépassement des règles pro, c'est l'APAV et ça se passe, très bien puisque de toute façon, toutes les parties prenantes, travaillent efficacement à faire des carnets de détails qui sont très poussés sur la question des transmissions au feu des façades et cetera, de migration de vapeur d'eau et avec Socotec sur la partie en R+10 où là aussi, les bureaux de contrôle sont tout à fait à l'écoute et permettent de normaliser sans frein, donc ni assurantiel, ni réglementaire via le bureau de contrôle, des projets de grande hauteur ou de dépassement de domaine d'emploi, au-delà des règles pro actuelles. Mais c'est évidemment un énorme enjeu et donc même si c'est facile, enfin alors «facile» entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'un accompagnement un peu précis quand même, on va quand même aller chercher une normalisation puisque le but c'est de pouvoir démocratiser et sur ces retours d'expérience favorables, c'est ça qui compte, positif, que ce soit vraiment des références, on puisse s'appuyer dessus pour, justement rassurer, toutes les instances du bâtiment, sur le fait qu'il convient bien de normaliser et de rendre accessible, à tout le monde la grande hauteur ou, enfin, je dis grande hauteur, immeuble moyenne hauteur jusqu'à 28 mètres et l'isolation thermique extérieure. Merci pour, cette réponse. Alors je l'ai marqué sur un petit onglet, mais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part, sur l'onglet conversation. C'est vrai qu'après, 4 ans de visio, je me suis dit qu'il y avait pas forcément à repréciser, mais peut-être que c'était une erreur de ma part. Alors je vois qu'on a une personne qui est en train d'écrire. Mmh. Ou alors Aurélie, je peux ou allumer votre micro si vous préférez, hein. En tout cas, moi, j'avais une question sinon. Est-ce qu'il y a en Bretagne, des grands projets significatifs, en paille, en accompagnement, en isolation et également sur les autres techniques, en paille structurelle ou enfin, en toiture ou en dalle, actuellement? Ouais, alors des projets qui restent dans le domaine d'emploi des règles pro, parce que les toitures sont aussi couvertes, il y en a pas mal. J'ai été appelé récemment. Alors ce que je peux vous dire en témoignage quand même, parce que Céline et moi, depuis, on va dire à peu près le début de l'étude de la cellule économique de Bretagne, on a vu une explosion de la demande, donc on est Mmh. extrêmement sollicités. À titre personnel, je cours partout, et à rencontrer des acteurs que j'aurais pas imaginé forcément, sur la construction paille, mais c'est très bien, il faut pouvoir les accueillir et les former et c'est ce qu'on fait et donc on a à la fois dans le domaine d'emploi tout un tas de projets qui sont en train de d'exploser et puis, on l'a vu avec Vannes, donc ça c'est un gros projet en ITE qui va faire, un petit peu date, y compris au national et des gros projets. Donc le plus gros équipement public, par exemple des Côtes d'Armor, ça va être le lycée, pas le lycée, pardon, le collège, le lycée, c'est les régions, Jacques Prévert à Guingamp, qui va être isolé en paille, la partie gymnase notamment puisque c'est très cohérent et très bien vu du point de vue des archis de l'équipe de maîtrise d'œuvre. C'est qu'avec les lancements des structures, une botte de 36, c'est tout à fait cohérent. Donc là, ça va être isolé, en paille. Des gros projets privés, des très gros projets privés aussi qui vont sortir, très largement dimensionnés, sur lesquels on est sollicité en amont.
Donc on se rend compte que la commande publique a certes été la locomotive, et la commande publique comme les lycées et cetera forcément, mais la commande publique suit et on voit qu'il y a des projets privés qui se mettent à construire en paille pour tout un tas de raisons, que ce soit parce qu'il y a aussi une demande, du grand public d'aller vers des bâtiments plus sains, que ce soit en logement, que ce soit en établissement de santé ou autre. Et puis, puisque l'évolution des formats, que ce soit en botte adapté à l'ossature bois comme on a en Bretagne et Pays de la Loire ou au national avec la paille hachée, des formats qui s'adaptent, aux contraintes de l'ossature bois et donc font diminuer les coûts. Et donc même si on a des bottes industrielles légèrement plus chères que de la botte agricole, on a une facilité de mise en œuvre qui fait qu'on retombe sur nos pattes, voire qu'on est, performant économiquement. Et donc on se rend compte que là aussi, ça fait un appel d'air puisque économiquement, on est tout à fait cohérent et d'autant plus qu'on traite assez largement de la question du confort d'été. On a un matériau qui est assez dense, hein, à 110-115 kilogrammes du mètre cube et donc qui permet de répondre en confort d'été là où, le matériau est de plus en plus plébiscité justement, notamment pour la rénovation. Donc on voit une évolution très rapide et une augmentation de la demande, voilà, en ce moment. Et bah, merci, Benoît, peut-être qu'on peut terminer là-dessus. Alors, j'ai un message de Pascal, Cabaret qui nous dit que Constructis pourra accompagner en 2024 le financement des formations PAE dans le cadre du FNE dédié à la transition écologique. Donc, C'est une très bonne nouvelle. Merci Pascal de cette précision. Évidemment, on est moteur et on pourra trouver les personnes adaptes pour, vous accompagner sur ces formations. Eh bien, merci en tout cas à tout le monde, d'avoir, assisté à ce webinaire, que vous pourrez retrouver, on le partagera sur notre site internet. On a également, en route des petits, supports de communication qu'on pourra, vous partager, donc je vous enverrai enfin, n'hésitez pas à nous contacter si besoin pour avoir, le contact de Benoît Dufraîche, qui j'imagine sera heureux de pouvoir échanger avec vous sur le sujet de la construction paille. Et ben, je vous remercie pour, ce webinaire, matinal, qui annonce, des vacances de Noël. De notre côté, nous sommes fermés, donc pas de, panique si nous ne répondons pas, à vos messages, nous le ferons à la rentrée. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et peut-être à la rentrée pour, de nouveaux projets. En tout cas, merci Benoît encore, pour ta présentation, c'était parfait. Remerciements partagés, merci à vous et bonne fête à tout le monde.